Bonjour. Monsieur le ministre de la Défense, Mesdames et Messieurs les ministres de la Défense, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les hauts responsables, Mesdames et Messieurs, certains pourraient, à première vue, s'étonner que des ministres et hauts responsables de la Défense se penchent sur les enjeux climatiques. Personne n'envisage en effet, au moins dans l'immédiat, que les chars de combat se déplacent sous l'effet d'éoliennes ou que les avions de chasse soient mus par le solaire, même s'il faut rester très prudent sur les évolutions technologiques à venir. On évoque le plus souvent les effets du dérèglement climatique sur l'environnement, sur la santé publique, sur le développement. Et on aborde plus rarement, sauf quelques personnalités visionnaires, je pense à Nicolas Hulot, les conséquences du dérèglement climatique sur la sécurité et la paix. Or, en réalité, le climat et la sécurité internationale entretiennent des liens étroits. Le dérèglement climatique a des conséquences directes et indirectes sur la sécurité et sur la paix. Et agir contre le premier, le dérèglement climatique, c'est agir en faveur des secondes, c'est-à-dire la sécurité et la paix. C'est pourquoi je félicite et remercie particulièrement mon collègue et ami Jean-Yves Le Drian, qui est à l'origine, accompagné par le Sénat, de cette rencontre. Et si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est non seulement comme ministre des Affaires étrangères de la République française, mais aussi et surtout comme futur président de la COP21, la conférence mondiale sur le climat qui aura lieu à Paris dans moins de 50 jours. Et à cet égard, je voudrais rappeler une anecdote qui rend hommage au président de la République française, François Hollande. Lorsqu'il m'a demandé qu'il y a 3 ans, nous posions notre candidature à l'accueil de la COP21, ça n'avait rien d'évident. Nous avons été choisis, choix, il faut le dire, facilité par le fait que nous étions les seuls candidats, mais ce qui a tout de même un certain sens. Et je me rappelle fort bien que lorsque nous avons été donc choisis, par acclamation, comme on dit, les délégués de l'ensemble des pays du monde sont venus me voir en me disant un commentaire qui tenait en 2 mots, que je commence à comprendre, « Mr. Fabius, good luck ». En fait, tout est résumé. Ce que je voudrais dire en quelques minutes, c'est la raison pour laquelle le thème qui a été choisi, et qui est une innovation à ma connaissance, est particulièrement pertinent. Pourquoi le réchauffement climatique est-il une menace pour la paix? Vous allez en discuter. Je voudrais juste rappeler ce qui est pour vous, spécialistes, des évidences. D'abord parce que ce réchauffement climatique rend plus rare toute une série de ressources vitales, et en particulier la nourriture et l'eau. Or, les exemples de conflits liés à la nourriture et à l'eau sont historiquement et actuellement nombreux. En augmentant la fréquence et l'amplitude des sécheresses, le réchauffement climatique renforce le risque de conflits pour la maîtrise de l'eau et des terres. Un autre facteur principal d'insécurité lié au climat, ce sont les déplacements des populations. Pas besoin d'être très long sur ce point. Avec la multiplication des événements climatiques extrêmes, les sécheresses, les inondations des zones côtières, la submersion de certains territoires, j'étais récemment au Bangladesh, dont 1/3 du territoire est soumis à la submersion, le réchauffement climatique, s'il est poursuivi, va provoquer des départs forcés massifs. Nous voyons déjà aujourd'hui les conséquences dramatiques qu'entraîne l'immigration de centaines de milliers de personnes. Il suffit d'imaginer
ce qu'il en serait avec des dizaines ou des centaines de millions de déplacés climatiques. La conclusion est claire. Le désordre climatique est porteur de désordres sécuritaires. Les sécheresses, les famines, les inondations provoquées par le réchauffement climatique pourraient constituer l'un des facteurs majeurs de déclenchement des conflits pour les générations à venir. Et vous avez sans doute remarqué, comme moi, que les scientifiques du GIEC n'ont pas reçu le prix Nobel de physique, mais, à juste titre, le prix Nobel de la paix. J'ajoute que l'usage massif d'énergie carbonée, que ce soit le charbon, le pétrole, le gaz, constitue un accélérateur de conflits. Pourquoi? Les raisons sont multiples, mais notamment parce que ces gisements d'énergie fossile sont très inégalement répartis, d'où des rivalités et des dépendances qui représentent autant de menaces pour la sécurité internationale. Je n'oublie pas plus que vous qu'en Europe, la mainmise sur les ressources charbonnières situées de part et d'autre du Rhin a été l'un des enjeux historiques majeurs des conflits entre l'Allemagne et la France. Et nous trouverions facilement d'autres exemples, y compris actuels, en Asie, où l'exploitation des fonds marins, riches en hydrocarbures, et la sécurisation des voies d'acheminement de ces ressources sont pour beaucoup dans certaines tensions. Et bien évidemment, à l'esprit de chacun, sont les nombreux et poignants exemples qui existent au Moyen-Orient. En décarbonant les économies, puisqu'il s'agit bien de cela, on sert donc aussi la sécurité et la paix, car, sans vouloir opérer un raccourci excessif, on réduit les risques de conflit pour le contrôle des énergies fossiles. Et s'agissant du soleil ou du vent, eh bien, non seulement ils sont renouvelables, mais, en tout cas pour le moment, ils appartiennent à tout le monde. J'ajoute que, ministre de la Défense, vous êtes en charge de bâtiments, d'équipements, de personnel, plus ou moins économes en énergie carbonée. Vous financez, pour certains d'entre vous, des recherches très utiles dans tous ces domaines. Et je pourrais multiplier les exemples, mais la journée permettra de fouiller tout cela. Je tire une conviction, c'est que la conférence de Paris, qui aura lieu dans moins de 50 jours, ne sera pas qu'une conférence environnementale, mais une conférence certainement pour la paix. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, renforcer l'adaptation aux effets du dérèglement climatique, lancer une dynamique irréversible de décarbonation de nos économies, ces objectifs de la conférence de Paris, s'ils sont atteints, vont contribuer directement et indirectement à réduire les menaces sécuritaires liées au réchauffement du climat. C'est pourquoi l'enjeu de la conférence de Paris n'est pas seulement important, il est au sens propre vital, puisqu'il s'agit de permettre que notre planète demeure vivable. Sur tous ces points, non seulement je n'aurai rien à vous apprendre, mais au contraire, je pourrais apprendre beaucoup de votre conférence et je suis sûr que des dispositions sont prises pour que nous puissions avoir le rapport qui inspirera, je l'espère, les travaux de la conférence de Paris. Ce que je puis apporter, en quelques petites minutes qui me restent, c'est vous dire, simplement en quelques mots, où nous en sommes aujourd'hui, car c'est un élément qui, bien évidemment, peut vous intéresser. Nous ne sommes pas dans une discussion abstraite, puisque dans le 30 novembre, les choses commencent, et le 11 décembre, elles doivent être terminées. Quelles sont les conditions d'un succès à Paris? J'en vois personnellement au moins 3. D'abord, il faut que l'accord soit ambitieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie qu'il doit être universel, et donc que les 196 parties que j'aurai en face de moi doivent, à la fin de la conférence, approuver les conclusions, ce qui constitue évidemment une grande difficulté. Mais il faut aussi qu'il permette de limiter le réchauffement climatique d'ici 2100 à 2 degrés ou 1,5 degré si possible. Ça implique un engagement de tous, en particulier des pays les plus riches et des principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre. Où en sommes-nous? Nous sommes
sur la voie, mais pas au bout de la voie. Près de 150 pays, représentant un peu moins de 90% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ont déjà présenté ce qu'on appelle ANDC, c'est-à-dire leur objectif national de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Manquent encore à l'appel, notamment les pays pétroliers du Moyen-Orient, et j'avais l'occasion hier d'en discuter en Arabie saoudite. Cela place l'ensemble des pays sur une trajectoire de réchauffement climatique qui va être chiffrée précisément dans les jours qui viennent, mais que certains experts situent entre 2,7 degrés et 3 degrés. C'est nettement mieux que les 4, 5 ou 6 degrés qu'envisageaient les prévisions les plus pessimistes du GIEC, mais c'est nettement au-dessus des 2 degrés qui sont le plafond et qui déjà occasionneront des conséquences à certains égards redoutables. Il est donc indispensable, et c'est le premier critère du succès, de nous mettre d'accord à la fois sur l'objectif, 1,5 degré ou 2 degrés, et de prévoir à Paris des processus de révision périodique de nos engagements à la hausse qui doivent s'appliquer le plus tôt possible afin de redescendre de ces 2,7 degrés ou 3 degrés vers 1,5 ou 2 degrés. Ça, pour moi, c'est le premier critère du succès. Le deuxième critère du succès, c'est que l'accord, comme disent les spécialistes, soit non pas une simple déclaration politique, mais juridiquement contraignant. En anglais, legally binding. Certes, il est illusoire de penser que tous les pays accepteraient de prévoir des sanctions, et d'ailleurs lesquelles, contre les pays qui ne prendraient pas d'engagement, en prendraient de trop faibles ou ne les respecteraient pas. En revanche, j'observe qu'il y a un accord de plus en plus large pour inclure dans l'accord un processus solide de suivi des engagements pris qui permettent de s'assurer que ce qui a été promis sera effectivement réalisé. Et cette obligation de transparence et de contrôle, sans pour autant être intrusif, devra être matérialisée et décisive. C'est pour moi le deuxième critère du succès. Le troisième et le dernier, c'est qu'il faut que tout cela soit accompagné à la fois d'une vision longue, car la société ne se mettra en mouvement que si l'ambition n'est pas simplement pour 2030, mais pour l'ensemble du siècle, et si cet accord est accompagné de moyens financiers et technologiques, en particulier en faveur des pays en développement. C'est une question de solidarité et d'efficacité. Et de ce point de vue-là, le week-end dernier, au Pérou, a été fructueux, puisque d'une part, pour la première fois, a été chiffré l'ensemble des sommes que les pays riches consacrent en matière de climat aux pays du Sud. L'OCDE a évalué ces sommes en 2014 à 62 milliards de dollars, et des engagements ont été pris pour aller, en 2020, vers les 100 milliards de dollars par an qu'ont promis les pays du Nord envers les pays du Sud s'agissant de l'objectif climatique. Un effort supplémentaire assurément est nécessaire, mais c'est une progression significative. Si nous parvenons à réunir ces trois conditions, nous pourrons alors parler d'un succès en décembre à Paris, et ce succès voulu au premier chef par le président de la République lorsqu'il a souhaité accueillir en France la COP21 servira directement la cause de la sécurité internationale et de la paix. Je termine en disant cela. Quelles conséquences tirer pour nos politiques de défense? Vous allez en discuter. Mais il me semble qu'il est indispensable d'anticiper les impacts du réchauffement climatique sur le plan sécuritaire. De ce point de vue-là, nous ne sommes pas en avance. Un rapport récemment mandaté par le G7, à l'initiative de mon collègue et ami Frank-Walter Steinmeier, sur les liens entre sécurité et climat, montre que les politiques de lutte contre les risques climatiques sont encore assez peu connues des praticiens et des experts, à la fois des diplomates et du maintien de la paix. Et ce rapport montre aussi que seule une minorité considère que les politiques d'adaptation aux impacts du dérèglement climatique contribuent effectivement au maintien de la paix. Certains pays ici représentés ont déjà intégré le réchauffement climatique dans leur stratégie, mais pas tous. Et de ce point de vue-là, cette réunion est effectivement
très importante. Un autre enseignement à tirer concerne le renforcement de nos capacités opérationnelles. Je n'entre pas dans le détail que vous maîtrisez mieux que moi. Enfin, il est essentiel de développer une défense que j'appellerais climato-compatible. Le secteur de la défense, et c'est le sens de l'initiative de Jean-Yves Le Drian, doit prendre sa pleine part dans l'effort mondial de lutte contre le réchauffement climatique à travers le recours aux énergies renouvelables, la certification écologique des bâtiments, la dépollution, le recyclage des déchets, etc., etc. Les pays qui disposent de forces de défense disposent d'un pouvoir prescripteur important, et si la commande publique militaire, et c'est une innovation, est plus écologique, alors nous limiterons l'impact environnemental et la pollution liés aux activités de défense, et on a pu parler de défense verte. La conférence de Paris doit marquer un tournant pour la planète. Elle doit constituer un point de bascule vers un monde moins vulnérable au réchauffement. Elle doit permettre d'atténuer les risques sécuritaires liés au climat. Votre réunion, qui, je le souligne, est sans doute l'une des premières, voire la première du genre, va contribuer à la mobilisation en ce sens. Elle souligne que le dérèglement climatique n'est pas qu'un défi environnemental, mais aussi une menace pour la sécurité internationale et pour la paix. En tant que responsable des politiques de défense, vous êtes habitué à vous projeter dans le long terme et pour vous, anticiper constitue un réflexe et même à certains égards le cœur de votre mission. C'est pourquoi cette initiative qui vous rassemble est particulièrement opportune. Je vous souhaite à chacune et à chacun une excellente discussion et une excellente conférence. Merci.